Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Julien, merci à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour donc une session sur le brand, la marque à l'ère du growth marketing. On va commencer par le commencement. Julien, est-ce que tu veux te présenter ? Non. Donc, je vais bien commencer par me présenter. Donc, Julien Zakoyan, je suis COO chez Indie. Donc, Indie, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la scale-up, c'est une très belle scale-up lyonnaise de 200 personnes qui développe un produit qui rend tous les services administratifs, financiers, comptables, facturation, déclaration fiscale aux indépendants et qui donc leur facilite la vie. Et donc, je vous invite à le tester si jamais vous avez une activité d'indépendant. Avant ça, pour parler de mon parcours rapidement, donc j'ai un long track record plutôt sur des phases de 1 to 1000. Donc je remercie 0 to 1 de m'inviter quand même. Dans un certain nombre de scale-up en France, aux États-Unis et même des grands groupes. J'ai commencé en 2008 par développer et créer le département e-commerce de Monoprix avant qu'ils aient une activité e-commerce. Donc j'étais leur premier patron digital. Ensuite, j'ai travaillé chez VP, qui s'appelait Vente Privée à l'époque, donc je suis devenu CMO. Après, je suis parti 7 années aux États-Unis, à New York, où j'ai fait un certain nombre de choses. J'ai eu l'occasion de vendre une boîte à Airbnb qui s'appelait Luxury Retreats, qui faisait des locations de villas de luxe sur Internet. Donc j'étais Chief Revenue Officer. Donc marketing, avec toujours des sujets de marque, les ventes, product tech, voilà. Et ensuite, j'ai travaillé chez Miro, la société qui fait de la photo et de l'intelligence artificielle en tant que patron des US. J'ai créé leur bureau aux États-Unis. J'étais CMO de la boîte. Et je suis rentré il y a à peu près 2 ans en France. Et donc chez Indie depuis un petit peu moins d'1 an maintenant. Voilà. Bravo, beau parcours. Merci. Si on revient un tout petit peu en arrière, si mes informations sont bonnes, tu as grandi à Lyon. Donc welcome back. Absolument. Ouais. Ravi de t'accueillir à nouveau en terre lyonnaise. Lyonnais pur sucre. Si on revient un petit peu en arrière, quand tu étais diplômé de l'ESSEC, à l'époque, quelles étaient tes aspirations et où est-ce que tu te voyais en tant que jeune diplômé ? Alors, j'ai commencé ma première expérience du marketing. J'ai fait un stage, je me souviens, en grande conso quand j'étais en 2e année. Et donc, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelait Reckitt Benckiser. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un grand groupe type Procter, Unilever, qui fait des produits essentiellement pour la salle de bain et les toilettes. Donc, c'est Wizard, tous ces trucs-là. Et j'avais fait un projet de refonte de leur packaging sur l'Europe. Donc, j'étais chef de projet en tant que stagiaire. Et en fait, j'ai réalisé que c'était à peu près tout ce que je voulais vraiment pas faire dans la vie. Et donc, je me suis dit, le marketing, en fait, si c'est ça, ça m'intéresse pas spécialement. Et donc, après, je suis parti faire d'autres choses et je me suis complètement tourné plutôt vers le conseil dans un premier temps avant d'y retourner. Comment t'es retourné au marketing à ce moment-là ? Parce que alors, vraiment... voilà, effectivement, merci. Quand je suis donc Monoprix, c'est avec Monoprix, je suis retourné au marketing puisque j'ai été recruté par Monop pour lancer leur activité e-commerce. Donc c'était une grosse boîte, un retailer avec à l'époque 350 magasins, un besoin de monter un site de e-commerce. Donc moi j'ai été recruté pour faire ça et lancer le business. Et c'était au sein de la direction marketing. Et donc j'étais rattaché au directeur marketing. Et donc j'ai eu l'occasion notamment, c'était mon premier contact avec un sujet vraiment de brand assez profond. J'ai eu l'opportunité d'être une partie prenante du projet de rebranding de Monoprix où ils ont lancé la brand qu'ils ont encore aujourd'hui avec les Bayadère, le système de Bayadère. Et donc j'ai vécu ça de l'intérieur avec l'agence, etc. Et ça m'a fasciné. Je vous ai dit que j'ai un peu, le stage Reckitt m'a un peu vacciné contre le marketing, mais j'étais quand même fasciné par les marques depuis toujours. Cette idée de vendre un t-shirt blanc le double de son prix avec un logo, je me suis toujours dit c'est quand même un tour de magie qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Et donc c'est quelque chose qui m'intéressait. Et voir ça à l'échelle d'une boîte comme Monoprix, ça a été intéressant. Vraiment. Finalement, tu es tombé dans la potion et tu n'en es plus sorti. Je suis tombé, ouais, exactement. Et on va évidemment parler beaucoup branding. Juste pour qu'on soit clair, peut-être, et commencer par le commencement aussi. Qu'est-ce que c'est une marque ? C'est quand même important qu'on parle tous de la même chose. Et est-ce que peut-être tu peux nous donner un exemple de marque qui, sans mauvais jeu de mots, t'a marqué ?
Alors, je pense que c'est hyper important, effectivement, parce que quand on pense à une marque, la plupart du temps, les gens ils pensent à un logo, ils pensent à un environnement graphique, à des couleurs, etc. Et en réalité, ce qui fait les marques, c'est plutôt l'étage en dessous, enfin, ou au-dessus, ça dépend comment on se place. Mais pour moi, une marque, c'est un ensemble de valeurs et de points de vue qui vont être appliqués de manière cohérente et systématique par une entreprise ou un produit, qui vont cohérentes et systématiques, un, dans son expérience utilisateur, et deux, dans toutes ses prises de parole. Et c'est là où intervient le sujet du graphisme, des couleurs, du tone of voice, qu'on appelle ça. Mais donc, ce qui est très important, c'est cette idée de cohérence, de systématisme, et cette idée de définir c'est quoi ces valeurs, qu'est-ce que c'est ces points de vue. Parce qu'au final, les gens, ils tombent pas amoureux des couleurs, ils tombent amoureux de ces points de vue, et c'est des points de vue qui vont résonner en eux. Quand Apple sort un nouveau produit, il y a une moitié de la salle qui va se précipiter dessus, peu importe à la limite ce qu'est le produit, c'est juste que vous avez compris qu'Apple fait des produits pour vous et partage donc une certaine vision de la technologie, une certaine vision de comment on vit au quotidien. Donc pour moi, c'est ça une marque en fait. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est finalement la personnalité d'un produit? Ouais, c'est sa personnalité et c'est aussi sa mission. Enfin, c'est qu'est-ce que... j'ai passé pas mal de temps à faire des marques à New York et donc c'est une école intéressante. C'est Why does it matter anyway? C'est pourquoi on s'en fout pas en fait de ton produit, de ta marque. Et c'est donc c'est quoi ce pas de côté ou ce point de vue qui fait que les gens vont vraiment s'y intéresser. Et tu me disais exemple. Le meilleur exemple, j'en ai parlé déjà, c'est Monoprix. C'est là où moi j'ai compris le truc. En gros, Monoprix, quand on a refait ce branding, donc je dis on, mais moi j'étais pas directeur de la marque, c'est resté un super copain qui a fait ça, et le mec est vraiment très très fort. Et en gros, l'idée c'était, ça venait de très loin, c'est-à-dire ça venait d'une analyse d'un travail d'un artiste qui, en gros, essayer d'exprimer des codes de propagande à travers des drapeaux, des rayures, une façon d'exprimer graphiquement une prise de position. Et en fait, Monoprix, c'était qu'est-ce qu'on fait pour vous aujourd'hui? Bon, ils ont changé un peu leur tagline, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, c'était qu'est-ce qu'on fait pour vous aujourd'hui? Et donc, nous, on était biberonnés à ce truc-là qui était qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie du quotidien des gens qui vont dans nos magasins et qui consomment des trucs Monoprix. Et en fait, le petit coup de génie de ça, c'était de dire, en fait, ça, c'est notre... On se lève tous les matins pour ça, c'est notre drapeau, quoi. Nous, en tant que salariés Monoprix, parce que du coup, une marque puissante, elle va aussi fédérer les gens qui travaillent pour elle, on va se défendre, enfin, on va se battre pour ça, en fait. Et donc, tout le truc se déclinait donc à travers cette espèce de code graphique du drapeau, des rayures, dans une tonalité qui était quand même rafraîchissante, parce qu'on n'est pas là pour être grave, on est là pour éclairer le quotidien des gens. Et puis, donc du coup, ça se déclinait aussi dans les petites blagues qu'on met sur les produits, parce que voilà, les gens, ils ont un quotidien qui n'est pas toujours marrant, mais le quotidien, c'est hyper important, parce qu'on n'en a qu'un, et c'est tous les jours. Donc, si vous avez un quotidien de merde et que vous partez en vacances 3 semaines par an, c'est super pendant 3 semaines, mais c'est merdique pendant le reste du temps. Donc, il vaut mieux s'occuper du quotidien. Et donc, vous êtes dans le métro le matin, vous regardez une affiche, vous voyez une petite vanne Monoprix, ça vous fait sourire. Bon, ça y est, c'est déjà un service qui a été rendu par la marque. Et donc, c'est une preuve nouvelle de ce positionnement. On fait quoi pour vous aujourd'hui? Et donc, je pense que pour nous, en interne, comme pour le client, c'était assez fondamental que ça vienne d'aussi loin dans la définition de la mission de la boîte. Parce que du coup, les gens s'y retrouvent. Et donc, c'est un peu de militantisme, beaucoup de fraîcheur. Et voilà, c'est comme ça que la plateforme a été définie. Et moi, ça m'a énormément parlé. Et je donne un micro-élément qui est pour le coup propre à Monoprix. Je parlais tout à l'heure de l'expression de cette mission, de ce point de vue, dans l'expérience utilisateur. Et ça, c'est un des gros problèmes, en fait. Nous, pour la plupart, ici, dans cette salle, on travaille dans des applications, sur le web. Et donc, en fait, traduire une expérience utilisateur homogène, c'est simple. Quand on travaille dans le retail, c'est hyper compliqué parce que, en fait, si le magasin, le frigo marche pas, et puis le truc, ou le rayon est mal rangé, la marque, elle peut être super. À la fin, l'expérience sera pas bonne. Et donc, il y a des métiers dans lesquels c'est beaucoup plus compliqué d'aller jusqu'à l'expérience dans l'expression de la marque. Et c'est vrai que le monde des startups est top pour ça, parce qu'on a des moyens d'expression qui font qu'on peut aligner tout, si on le fait bien, toute l'expérience sur un point de vue, sur une stratégie. Et donc, c'est une chance qu'on a.
Là, l'exemple Monoprix, il est très B2C. Tu as mentionné que tu avais aussi travaillé pour VP. Et là, on est encore dans une autre problématique par rapport à la marque, puisqu'on est sur une problématique de branding B2B2C. Est-ce que ça change la donne? Quelle implication ça a pour toi en tant que responsable de la brand? En fait, moi, quand j'ai été nommé directeur marketing de VP, je me souviens que Grandjean, le fondateur, Jacques-Antoine Grandjean, disait tout le temps, dès qu'on lui donnait la parole en interne, en externe, il disait « on est une boîte B2B ». On est une boîte B2B. Je disais, mais c'est quand même bizarre, ils ont 10 millions de clients, ils vendent des trucs, des fringues. Et lui disait, on est une boîte B2B parce que tant que j'arrive à convaincre Ralph Lauren de mettre ses produits à moins 40% sur mon site, je peux les vendre par Minitel, tout le monde s'en fout en fait. Donc au fond, mon boulot, c'est que mon site soit suffisamment beau pour que Ralph Lauren soit content de mettre ces produits-là. Donc c'est que mon expérience de marque soit suffisamment bien construite pour que Ralph Lauren se sente à l'aise, ce qui est quand même un enjeu, quoi, de mettre ses produits à moins 40, là où lui discount pas trop, enfin en tout cas en France, aux États-Unis c'est un autre truc, mais et donc tout ça c'est un prisme extrêmement B2B. Voilà. Et ensuite, donc ça c'était, je pense, pendant les 10 premières années de vente privée, ça s'appelait vente privée à l'époque. Et ensuite, quand c'est devenu vraiment massif, ils avaient des dizaines de millions de clients, à un moment donné, il a fallu quand même ajouter une dimension B2B2C, comme tu le disais. Et donc, essayer de déclencher quelque chose de supplémentaire chez le client. Et donc, en fait, tout le concept, la plateforme de marque qu'on avait développée était autour du désir. Et l'idée, bon, je ne vais pas vous le faire parce que c'est un peu long, mais en gros, l'idée, c'est de dire, quand je vois un produit qui me plaît, ça déclenche chez moi tout un tas d'émotions. Enfin, une marque en particulier, c'est quelque chose qui déclenche chez moi de l'envie. Et souvent, j'ai aussi une forme de culpabilité liée au fait que je vais dépenser de l'argent, c'est une marque, finalement, est-ce que ça vaut le coup, etc. Et donc, en fait, VP met en place tout un tas de trucs, un prix barré qui vous montre qu'en fait, c'est quand même une très belle affaire, une confiance qui a été construite autour de la communauté qui fait qu'on fait sauter le verrou de la culpabilité. Et donc, du coup, on déclenche l'expérience d'achat, ce qui génère de la satisfaction. Et en faisant des études sur nos clients, on s'apercevait que le fait d'acheter des trucs était quasiment plus important que le fait d'avoir les choses qu'ils avaient achetées. C'est la prise et la proie, entre guillemets. Et donc, il y avait cette espèce de, un peu comme Monoprix, cette espèce de truc de je me lève à 7 heures avec mon café, je scroll, et j'ai réussi à faire une affaire parce que j'ai acheté une petite robe que j'adore à moins 40, et je vais en parler au boulot en arrivant. Et ça, c'était une expérience de plaisir. Et donc, tout le boulot qu'on avait, c'était essayer de générer du désir autour de nos marques. Oui, donc c'est faire évoluer aussi la marque, qui est fondamentalement B2B initialement dans son discours, pour qu'elle vienne à la fois convaincre les clients finaux et les clients intermédiaires qui étaient les distributeurs, enfin les marques que vous vendiez. Donc c'est une grosse évolution de la marque en fait. Et donc c'est une grosse évolution de la marque, mais c'est-à-dire que c'est une forme de schizophrénie. Ouais, mais c'est une forme de schizophrénie permanente en fait, en train de se dire bon, à qui je pense là? Est-ce que je suis en train de penser à la marque et est-ce que je suis en train de penser à mon consommateur? Et donc au final, essayer d'aligner. Enfin, la grosse difficulté, c'est d'essayer d'aligner la stratégie pour que, en faisant quelque chose de bien pour l'acheteur, la marque se dise bah en fait je veux en être quoi, je veux en faire partie. Voilà. Et donc ce qu'on a fait au final, c'est que on a complètement changé le positionnement de VP pour les marques. Et on est passé d'un positionnement de discounter, où en gros ils déstockaient des marques, à un positionnement de média, où on leur disait, en fait, quand vous venez ouvrir une vente sur VP, vous pouvez vérifier que les requêtes de marque que vous allez avoir sur Google sont multipliées par 8 pendant cette journée. Donc ça va être ou pendant cette semaine, ça va être une semaine de surexposition de la marque. Donc profitez-en pour faire des prises de parole qui vont accompagner ça. Donnez-nous les meilleurs stocks, parce qu'il va y avoir une opinion qui va se refaire sur votre marque. Et donc, il y avait vraiment, enfin voilà, on a vraiment fait évoluer ce positionnement B2B pour qu'il soit compatible avec un positionnement B2C qui. Pas facile, hein? Ouais, c'était double des années de boulot, ouais. Et aujourd'hui, si vous avez suivi d'autres conférences, vous avez vu, on a beaucoup parlé produits, NPS, les valeurs de l'entreprise. Finalement, dans tout ça, où est-ce qu'on met la marque? Et à quel moment, quand on lance une start-up, une entreprise, on doit s'emparer de ce sujet-là? Est-ce que ça doit devenir tout de suite? Est-ce que c'est un sujet qui est secondaire et on s'en occupera après parce que le plus important, c'est le produit? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que le plus important, c'est le produit. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est pour ça que je n'ai pas aimé Reckitt Benseeker. J'ai arrêté après. Mais c'est ce concept de la marque des années 70
où en fait tous les produits sont les mêmes et c'est celui qui a le meilleur messaging et qui achète le plus de spots télé qui va faire le plus de business et donc avoir la meilleure part de référencement chez Carrefour. C'est un truc, enfin moi ça rentre pas dans les cases et donc le NPS c'est fondamental. Nous chez Indie on a un NPS qui est supérieur à 70, qui est très élevé et qui fait qu'en fait une fois que tu as ça, c'est hyper facile de construire une marque autour de ça, parce que c'est-à-dire que les consommateurs, d'abord, apprécient ta proposition de valeur, ils apprécient la manière dont tu présentes ton service, et accessoirement, parce qu'il faut se souvenir que le NPS, c'est pas vraiment un indicateur de satisfaction, c'est un indicateur de viralité, parce que la question que tu poses dans le NPS, c'est sur une note de 1 à 10, à combien recommanderiez-vous le produit qu'on vous propose. Et donc en fait, il faut savoir qu'entre un NPS de 70 et un NPS de 80, l'efficacité marketing est multipliée par 2. Ce qui c'est dingue, mais c'est comme ça, parce que on ajoute un facteur de viralité qui est extrêmement puissant à la marque. Et donc, du coup, ça devient très simple, enfin ça devient très simple, ça devient beaucoup plus sympa de développer une marque dans un environnement où tu as un produit qui a un NPS de 70 que... C'est sûr. Voilà. Mais la marque, à ton avis, le travail sur la marque doit arriver à quel moment quand on gère une entreprise ou quand on lance une start-up? Moi, je pense qu'il faut que ça arrive dès le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me raccroche à la vision que moi j'ai des marques, celle que je vous décrivais au tout début, c'est-à-dire les marques, en fait, c'est une traduction sur un packaging ou sur un site web de valeur. C'est une traduction de point de vue. Et donc, un produit une équipe fondatrice qui n'a pas de point de vue ou qui n'a pas de touche à eux, leur produit il va avoir du mal à décoller. Donc, je pense qu'il faut très tôt se dire que c'est très important. Il faut très tôt se isoler, essayer de comprendre quelle est notre valeur ajoutée en tant que fondateur, notre produit, pourquoi on l'a fait, c'est quoi notre founding story, c'est quoi notre mission, qu'est-ce qui nous a permis de penser que it matters anyway. Et ça, ensuite, s'y accrocher et pas négocier avec ça, quoi. Et après, faire des grandes campagnes d'affichage, de machin, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, rester fidèle en fait, à l'origine même du produit et donc de la marque, c'est fondamental. Quitte à le faire évoluer par la suite, finalement. Quitte à le faire évoluer quand on a besoin, quand on va faire un accroissement de marché, un accroissement de produits, quand on a une problématique stratégique, un concurrent qui est arrivé. Voilà. Ensuite, ça devient un sujet de stratégie, mais en tout cas, être distinctif, quoi. Enfin, je pense que... Mais la plupart des... en tout cas... moi, tous les fondeurs brillants que j'ai rencontrés, ils ont tous un truc, une espèce d'accroche, quelque chose dans leur façon de faire dans les messages qu'ils vont communiquer avec leurs produits. Il y a toujours quelque chose, quoi. Après, ils s'en rendent pas compte, c'est un peu une seconde nature. Moi, un des exemples que je trouve intéressant, c'est typiquement VP. On avait un blog, mais ultra old school, quoi, qui était utilisé comme un forum par les gens qui adorent la boîte. Donc le profil, c'était plutôt femme, plutôt plus de 40. Et donc, elles passaient plutôt à la maison. Elles passaient leurs après-midi à discuter sur ce truc. Et en fait, c'est Grandjean qui écrivait au départ, c'était lui sa patte, quoi. Et en fait, c'était vachement compliqué de le reprendre, parce qu'il avait vraiment son style. Donc, il fallait vraiment analyser son style, comprendre qu'est-ce qui accrochait, et ensuite essayer de le dupliquer, de le scaler. C'est pas facile. Oui, beau challenge. Ouais. Quand on parlait du produit, on parle évidemment dans toute entreprise, on essaye de mesurer tout ce qu'on fait aussi, l'impact de chaque action, et on est souvent dans une posture héroïste. Qu'en est-il pour la marque? Est-ce que c'est possible de mesurer l'impact d'une marque? Si oui, toi, quelle métrique conseillerais-tu? Sur quoi tu te bases? Voilà, j'aimerais bien avoir un peu ton avis là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir, mais moi je pense qu'il faut de toute façon tout mesurer. Donc il ne faut pas accepter. Moi j'ai eu beaucoup de conversations avec des gens qui prenaient des postes de CMO dans des scale-up, qui me disaient voilà, on a levé la série B, il faut que je dépense 5 millions de budget média cette année, on voudrait faire grossir la marque, machin, on a un product market fit et tout. Et moi je leur disais attention, définis-toi des métriques, sinon dans 2 ans t'es viré, quoi. C'est sûr. Si pendant 2 ans tu claques 5 millions par an et que tu n'as pas un métrique, à un moment donné pour faire un point avec ton founder en lui disant voilà ce qu'on a gagné, tu vas te faire virer, quoi. Peu importe la beauté de ta marque, etc. Donc ultra fondamental, et on pourrait y revenir. J'ai une expérience Airbnb qui est hyper intéressante en la matière. Mais du coup, pour revenir sur les métriques, c'est pas toujours simple. Donc pour moi, le curseur au niveau hyper early stage, c'est les requêtes de marque Google.
sur votre nom de marque. Très actionnable Hyper facilement. facile. Donc ça, normalement, si vous faites du bon boulot sur votre marque, c'est un proxy, hein, c'est pas ça qui mesure concrètement. Il y a plein de défauts dans ce truc-là, mais c'est un premier métrique qui est hyper intéressant quand on n'a pas les moyens de mesurer une notoriété, ce qui est le cas de 99% des boîtes, qui permet de dire ok, bah, je suis sur une pente croissante, il y a de plus en plus de gens qui recherchent ma marque sur Google, il doit se passer un truc. Donc ça, c'est le niveau 0 entre guillemets je regarde si je fais un bon taf sur ma marque. Et après, il y a le niveau de l'autre côté du spectre. Donc quand j'étais chez Airbnb, on mesurait quotidiennement la notoriété de la marque, ce qui est quand même dingue en fait quand j'y pourquoi. Enfin, bon. Donc quotidiennement la notoriété de la marque, c'est très cher. Et le niveau du dessous, c'est la considération. Donc on mesurait notoriété, considération. Et en fait, Airbnb, qui avait des armées de data scientists, avait fait des analyses hyper poussées dans plein de pays sur la corrélation, le coefficient de corrélation entre la notoriété et le taux de conversion sur leur site. Et donc, après plusieurs mois d'analyse de tous les métriques, ils étaient arrivés à la conclusion que la considération avait un taux de corrélation qui était bien plus élevé que la notoriété, qui était hyper dur à corréler avec le taux de conversion. Et donc, ils ont reviré tous leurs investissements médias, c'est-à-dire 800 millions de dollars à l'époque par an, sur la mesure de la considération. Et donc, ils ont créé de manière assez simple 2 groupes de pays, puisqu'ils s'étaient aperçus que ça dépendait des pays. Ils avaient des pays matures sur lesquels la considération avait un levier un petit peu moindre, et des pays peu matures sur lesquels la considération avait potentiellement un impact assez fort sur la conversion. Et du coup, c'est devenu la North Star des équipes de branding d'Airbnb, d'aller développer de la considération. Voilà. Et après, il faut avoir les moyens de les mesurer. Mais du coup, ils avaient préparé un truc qui permettait de dire que ça apportait du bénéfice au business. Ça libère quand même bien l'esprit quand on est un brand marketer et qu'on achète du média pour 800 millions par an. Quoi. Pas tout le monde en effet a les moyens, donc il faut arriver à trouver des solutions intermédiaires quand même, je pense, pour mesurer cet impact-là. Ouais, mais voilà, moi je pense que les métriques requêtes de marque Google, c'est un truc, ça tient la route, série A, série B, on peut faire des choses. Et après, il y a d'autres choses, on en parle pas mal chez Indie, mais un truc qui marche bien, c'est de faire de l'A/B test, c'est-à-dire, en fait, moi c'est un truc que j'ai fait à l'échelle des États-Unis, mais vous prenez un secteur géographique. Il faut identifier un autre secteur géographique qui a des caractéristiques socio-économiques relativement proches. Et ensuite, vous allez faire votre campagne sur ce secteur géographique. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un média qui permet de le faire, parce que la télé, en France, c'est plutôt national, donc c'est compliqué. Mais si vous avez un média, ça peut être radio, ça peut être affichage. Et ensuite, vous regardez l'ensemble de vos métriques, y compris le CTR, y compris les taux de conversion des gens qui viennent sur Google, puisqu'ils sont impactés. Et vous A/B testez. Et ça vous permet d'avoir un data point, de dire, bah voilà, quand je communique, quand je fais du branding, j'ai une amélioration de temps. C'est rentable, c'est pas rentable dans mon CAC global. Je ne sais pas si je parle chinois ou pas. Ouais, non? Ça va. Ok. Dans mon coût d'acquisition global, est-ce que c'est rentable? Est-ce que le prix de ma campagne divisé par le nombre de gens que j'ai acquis fonctionne? Si c'est pas le cas, bah, en fait, plusieurs solutions. Soit on se dit c'est pourri, ça marchera pas, j'arrête. Soit on se dit je vais faire une itération sur la créa pour essayer d'avoir un truc qui marche mieux. Mais en tout cas, on a un data point et ensuite on peut travailler à partir de ça, quoi. Merci. J'aimerais bien qu'on aille sur un autre sujet qui est hyper récurrent, franchement, dans le monde des startups, scale-up, c'est le rebranding. Très, très courant. Pourquoi faire un rebrand? C'est la question que je pose souvent. Quel est l'intérêt de faire un rebrand? Oui, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? À quel point c'est pertinent? Et est-ce que tu as des exemples vécus ou observés de rebrand plus ou moins réussis et de l'intérêt d'un tel rebranding? Ouais. Bah, c'est un gros boulot déjà. Donc, parce qu'il y a évidemment... il y a toute la phase de conception, donc comme je disais, passer beaucoup de temps sur la stratégie, ensuite aller sur la déclinaison, ensuite communiquer en interne, hyper important quand on fait un rebranding d'avoir l'adhésion des employés de la boîte, parce que ce sera la première caisse de résonance. Si eux, ils adhèrent pas, c'est mort, on peut plier le truc, c'est fini. Oui, parce qu'un rebranding, c'est pas juste changer les couleurs. Hein. C'est pas juste vraiment, changer les couleurs. Après, il y a des boîtes qui font juste une petite retouche. Voilà. Quand on parle d'un vrai rebranding, c'est on redéfinit le mission statement de la marque, c'est quoi sa personnalité, comment ça se traduit, le tone of voice, la color palette, les messages, etc. Et donc, ensuite, on essaie d'embarquer tout le monde sur ce truc-là. Et puis après, il y a le déploiement, qui est la phase ingrate, entre guillemets. Ça va vous faire tout le site, tous les documents que vous avez, les goodies, le t-shirt, etc. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, du coup, il faut avoir une vraie bonne raison pour le faire.
tu as raison, je pense qu'il ne faut Ah pas... oui, j'ai l'impression que c'est quasi une étape obligatoire, une levée de fonds, rebranding, ou on scale, rebranding. Donc... En fait, ça fait du sens ce que tu dis, parce que souvent, quand on fait une levée de fonds, on se dit en fait, on veut développer notre notoriété, donc il faut qu'on fasse du média. On n'en a jamais fait avant. Est-ce que notre marque, elle est prête pour faire du média? Est-ce qu'on a les bons messages? Est-ce que les gens vont comprendre ce qu'on essaie de dire, etc. Donc souvent, ça peut coïncider avec une phase de rebranding. Mais après, il y a plein d'autres raisons qui sont stratégiques, et ça, c'en est une. Ça peut être lié à un élargissement de la gamme de produits, où on vendait un truc, je sais pas moi, on vendait des rasoirs et on se met à vendre des sèche-cheveux aussi, parce que voilà, et donc du coup, il faut que la marque, faut que ça puisse résonner dans la marque. Ça peut être lié à des problèmes de nom. On peut s'appeler le Crédit Lyonnais, avoir une affaire avec Bernard Tapie, et du coup, vaut mieux s'appeler LCL ensuite, quoi. Ça, c'est aussi un grand classique. Enfin, il y a plein de raisons qui font ça, mais il faut une bonne vieille raison stratégique pour se lancer là-dedans, parce que c'est quand même un sacré chantier. Oui, c'est pas anecdotique en effet. Est-ce que toi, par exemple, chez Brainly, tu as eu cette expérience-là? Est-ce que tu peux partager avec nous cette expérience de rebrand? Expérience super intéressante. Donc chez Brainly, j'étais CMO, donc basé à New York, et en gros, cette boîte, c'était une boîte initialement polonaise qui faisait un site de questions-réponses autour de la thématique des devoirs pour les collégiens lycéens. Donc c'était 6e à terminale. Et les gens venaient et ils avaient un trafic SEO complètement dingue, la boîte faisait de la croissance. Mais il y avait un problème qui était que depuis le début, le produit était quand même un peu, je ne sais pas trop comment le décrire, mais pas dingue, quoi. Et puis du coup, ça donnait un peu l'impression d'un bon plan où on pouvait aller tricher quand on ne connaissait pas la réponse à l'exercice de maths. Voilà. Et la boîte avait levé sa série A avec un fonds américain Tier 1 qui s'appelle General Catalyst. Moi, je rentrais en tant que CMO avec la mission un peu de les faire passer dans une phase où ça devenait vraiment une boîte avec, qui pouvait qui avait une image suffisamment belle pour être sur le marché américain. Et donc j'ai lancé un rebranding avec une agence canon à Brooklyn qui s'appelle Red Antler, qui est vraiment une des meilleures agences new-yorkaises. Et on a travaillé sur ce concept qui était, on a vraiment retravaillé toute la mission de la boîte, on l'a défini, on a refait toute la color palette, le logo avec un truc un peu powerful du genre les élèves c'est nous, on prend le pouvoir sur notre éducation, les profs c'est cool, mais en fait si on est ambitieux, on va pas se laisser faire et c'est nous qui allons le faire. Et on a rebrandé dans 23 pays, puisqu'il était quand même présent dans pas mal de pays. À l'époque, il y avait peut-être, je ne me souviens plus bien, mais de l'ordre de 80 millions d'utilisateurs par mois, donc on est quand même sur un truc qui touche du monde, quoi. Et en fait, on a fait le rebranding, c'était beaucoup de boulot, et on a gagné 12 points de NPS consécutivement au rebranding, c'est quand même fou. Enfin, c'était pas un du truc que j'attendais, ça faisait pas partie de mes objectifs de gagner du NPS, mais en fait, a posteriori, en faisant des études, j'ai réalisé que les gens aimaient le produit, parce qu'il marchait bien, il fonctionnait bien, mais ils avaient tendance à pas trop le recommander, parce qu'il était quand même un peu moche. Et donc juste le fait de basculer dans une nouvelle marque qui était belle, etc., faisait qu'on gagnait naturellement de la viralité. Et je me souviens d'avoir eu un coup de fil du partenaire de General Catalyst qui m'a dit « Ouais, Julien, franchement, on a l'impression que c'est un nouveau produit, c'est génial. » Donc c'est juste avant la série B. Et donc après, on a levé la série B. Oui, comme quoi, on parlait tout à l'heure de personnalité. Finalement, on n'a pas envie de recommander quelqu'un qui a une sale personnalité. Exactement. Ça revient un petit peu au même. Exactement. Même quelqu'un de très malin. Tu viens de mentionner que tu as fait justement ce rebrand avec une agence. Ouais. Est-ce qu'à ton avis, pour travailler la marque, rebrand ou pas rebrand, mais vraiment travailler autour de la marque, tout doit être internalisé ou au contraire, tu recommanderais travailler avec une agence, quelqu'un d'externe? Alors moi je pense que ça dépend évidemment du stage. Enfin, on n'a pas tous les moyens d'avoir des designers à la maison. Je pense qu'un rebranding, je pense qu'un rebranding, ça vaut le coup de faire appel à une marque. À une agence, pardon, parce qu'on est sur un exercice one-shot où il faut vraiment poncer le truc, faire preuve d'un maximum de créativité, il y a beaucoup d'itérations, et donc c'est très bien d'avoir, il vaut mieux avoir une équipe de 8 personnes externes qui va analyser nos problématiques, qui va faire une recommandation pendant 3 mois, que faire bosser des gens en interne qui connaissent déjà la marque. Qui a moins d'affect aussi, finalement, qui n'a pas d'affect avec cette marque. Qui ont moins d'affect. Et puis qui ont moins de. En fait, les gens en interne, ils ont déjà des acquis, quoi. Ils travaillent cette marque depuis un certain temps, et donc c'est compliqué de les faire sortir complètement de leur point de vue sur cette marque avec laquelle ils travaillent tous les jours. Donc moi, je pense que c'est un coût, mais quand on peut le faire, il faut faire appel à une agence en externe sur ce truc-là. C'est suffisamment important pour le faire. En revanche,
essentiel après d'avoir des ressources en interne qui vont faire vivre le rebranding, le décliner. Le truc, il n'est pas statique. Hein. Enfin, quand on tombe à un rebranding, il y a, je sais pas, il y a un petit bouquin qui fait 20-30 pages, un brand book, qui donne le tone of voice, qui donne l'inspiration, qui montre des exemples. Et ensuite, il faut le décliner, il faut aller beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il faut ce côté un peu agnostique aussi, un peu plus neutre pour pouvoir oser aussi aller de l'avant et développer et faire évoluer la marque. Et oser, c'est hyper important. Enfin, parce que vraiment, moi, je suis convaincu. Enfin, j'ai fait pas mal de rebranding, j'ai fait dans plusieurs marques, et j'ai toujours été celui qui a poussé les gens qui étaient là, les founders, à faire vraiment un espèce de pas assez bold dans une direction pour que la marque devienne vraiment distinctive. Alors que c'est vrai que quand on travaille la marque depuis longtemps, on a tendance à avoir peur en fait, de prendre des risques avec cette marque sur laquelle on travaille depuis longtemps. Et je pense que si on fait un rebranding, ça dépend du business dans lequel on est, mais il faut vraiment exprimer quelque chose, quoi. Ouais. Parfois, un rebrand est aussi lié à l'expansion internationale. Enfin, moi, je me souviens, chez Capitaine Train, on était capitaine, et pour aller en Allemagne, eh ben, on est passé à Captain parce que c'était compliqué. Mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas penser une marque déjà pour l'international dès le début? Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je pense que c'est vrai dans le nom de la marque. C'est-à-dire que, sérieux, si vous lancez une boîte... ne vous mettez pas un boulet qui est, comme l'a fait Vente Privée, d'avoir un nom imprononçable partout, parce que c'est un enfer, quoi. C'est un enfer en marketing, c'est un enfer en acquisition, c'est un enfer. Donc du coup, un nom qui est prononçable par tout le monde. Après, ça peut être un nom français, c'est un truc qui se fait vachement. Il y a plein de boîtes, Pigments, machin, en fait, qui prennent des noms et puis qui sont des noms faciles à prononcer. Mais du coup, essentiel quand même dans le nom d'avoir ça. Après... là où je suis moins à l'aise pour dire ça, c'est que je pense que si tu dis je veux préparer dès le départ ma marque pour l'international, ça veut dire que tu vas la rendre forcément un peu plus fade. Parce que tu vas te dire il faut que ce soit une marque qui parle aux Allemands, qui parle aux Français, qui parle aux Anglais. Pas forcément, parce que dans le tone of voice, tu peux aussi décliner ta marque au-delà du nom. Tu peux très bien la localiser, qu'elle soit attrayante sur les différents pays. Exactement, mais du coup, il faut, dans le tone of voice, il faut autoriser les gens en local à l'adapter, quoi. Donc ça, c'est quand même un peu... c'est-à-dire que tu définis une marque de manière hyper cadrée, quoi. Avec, tu vois, dans ton brand book, il y a des do's and don'ts, il y a vraiment les choses que la marque dit, ce qu'elle ne dit pas, quand elle s'exprime, est-ce qu'elle est pétillante, est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'elle est drôle, est-ce qu'elle est rassurante. Et ensuite, à un moment donné, il faut que tu acceptes de laisser la main à des équipes locales qui vont te dire « Ah bah non, mais nous, en Allemagne, le truc pétillant, ça va nous saouler. » Et donc, quelque part, traduire ce que tu as fait d'une autre façon d'exprimer le tone of voice. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est, tu as raison, mais du coup, il ne faut pas faire un tone of voice qui va être complètement neutre pour être capable de marcher partout en Europe, parce qu'il ne fera pas son job, quoi. Oui, non, je suis d'accord. Mais tu vois, chez Captain Train, justement, on localisait, on laissait la main au content manager qui faisait des private jokes allemandes, italiennes, avec des références à la Starac italienne parce que c'était marrant à cette époque-là, mais vraiment des choses très locales. Donc on avait certes un nom international pour un développement opérationnel partout, mais avec quelque chose de très nationalisé dans la façon de décliner la marque. Je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire les choses et c'est pas évident en fait. Moi je me souviens d'avoir eu le problème chez VP où typiquement on avait développé, on l'a même pas développé parce que comme je vous le disais c'était Grandjean qui avait fait qui avait sa patte, quoi. Et donc en fait elle était complètement intraduisible dans aucun autre pays européen et quand même il fallait faire de la croissance, donc du coup il fallait se reposer sur les locaux. Beaucoup de locaux qui étaient en France depuis 2-3 ans, donc du coup, ils avaient perdu le contact culturel. Donc on est sur un truc qui est compliqué. Et dans les grosses boîtes que j'ai faites, genre Airbnb, ils ont une fonction localisation, dont c'est le job. Et c'est un job quasiment... il y a quelqu'un qui est en charge de s'assurer qu'il y a un copywriting qui est bien fait dans chacun des pays. Donc là, c'est quand on est en train de scaler sur un nombre de pays important. Il faut qu'on ait une fonction qui gère la localisation. Donc dans des boîtes comme Spotify, comme Airbnb, c'est vraiment, il y a une grosse fonction localisation. Oui, ça me paraît essentiel. Là, on parle de la brand de la marque vis-à-vis finalement, de l'impact que ça a vis-à-vis des consommateurs, mais finalement, ça a aussi un impact
sur les ressources humaines, on parle beaucoup d'employer branding, sur les financements, sur les investisseurs potentiels. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce sujet de l'impact de la marque à d'autres échelles au sein de l'entreprise même, ou même au niveau corporate? Ouais, je pense que, pour le coup, je pense qu'on est tous relativement convaincus. Mais moi, évidemment, quand on travaille une belle marque et qu'elle a l'air de dire des trucs intelligents, etc., ça rejaillit sur l'ensemble des employés, la manière dont les investisseurs regardent la boîte. Moi, je me souviens, quand j'étais chez Monop, tous les recruteurs, juste de venir de chez Monoprix, tout le monde se disait ah, le mec, il doit être bon et tout. Alors que c'était pas du tout une raison. Il y avait des gens qui étaient très bons chez Monop, et il y avait aussi des gens qui étaient très mauvais, et il y avait vraiment de tout, quoi. Mais la marque employeur bénéficie énormément de ce supplément d'âme qu'on injecte dans ces prises de parole. Donc oui, c'est pour ça que quand je dis une marque, on le fait aussi pour les gens qui bossent dans la boîte. Enfin, faut vraiment, pour moi, c'est priorité aussi importante que les consommateurs, en fait, parce qu'ils vont être porteurs, c'est des ambassadeurs, et voilà. Et donc, tous les gens autour verront l'attachement qu'ils ont à cette marque, et ça a un impact dingue, en fait, sur le... Mais c'est pour ça que pour moi, tu vois, je pense qu'il faut travailler la marque, certes, pour les consommateurs, mais avoir toujours deux piliers, ce fameux pilier consumer d'un côté, ce fameux pilier corporate de l'autre, pour venir parler à la fois aux invests, aux futurs candidats, en interne aussi. Je pense qu'il y a vraiment ce côté, voilà, deux piliers est essentiel. Ouais, moi je me souviens chez Airbnb, ils avaient commencé, c'est un truc qu'ils n'ont pas creusé plus que ça, mais ils avaient commencé à développer le concept de entreprise 2.0. Et en gros, l'idée, c'était de dire, en fait, on n'a pas que des clients ou on n'a pas que des actionnaires. En fait, on a une communauté qu'on fédère, ce qu'ils appelaient les stakeholders, qui sont donc les actionnaires, les employés de la boîte, les clients et les gens qui les hostent, quoi, qui donc hostent les appartements. Et en fait, ce que Brian Chesky disait, ce qui était intéressant, il disait en fait, on a des responsabilités vis-à-vis de chacun de ces gens-là. Et donc, plutôt que de faire un shareholder report, on va faire un stakeholder report tous les ans. On va expliquer, on va donner des informations, on va expliquer ce qu'on a fait pour chacune de ces communautés, comment ils travaillent tous ensemble dans la construction d'un projet qui est certes financier, mais sociétal. Et je trouve que c'est une approche hyper intéressante de la boîte et de la marque, parce que ça se traduisait dans les valeurs de la marque, quoi. Et c'est là où, à mon avis, il y a un lien entre la marque, le marketing et la communication. Et justement, j'aimerais bien avoir ton avis. Oui, c'est un sujet qui m'est cher, mais le lien, ce fameux... J'aimerais bien avoir ton avis, moi. Pour moi, les deux doivent se parler. Marketing et communication doivent absolument se parler. C'est essentiel. Ce sont deux métiers différents. Je serais incapable de faire du marketing. Mais les deux sont porteurs de la marque. Et ça vaut aussi pour le Customer Success, finalement, qui est aussi... qui porte très fortement les valeurs de la marque d'entreprise. Donne-moi ton avis. Les gens sont là pour écouter le tien, plus que le mien. Le Customer Success, pour moi, il fait partie du produit. Donc, tu vois, pour moi, en tout cas dans ma perception, ça dépend des boîtes, mais dans l'ensemble, quand un client va te filer 70 de NPS, c'est qu'il a jugé aussi la manière dont tu as traité ses problèmes, etc. Donc pour moi, ça, c'est plutôt dans la proposition de valeur. Et après, moi, la différence que je fais entre la communication et le branding, c'est que le branding, c'est la marque qui s'adresse à des gens, donc à des consommateurs essentiellement, mais pas que, mais beaucoup à des consommateurs. La communication, tu déportes le message à des individus. Donc c'est des individus qui vont avoir des conversations au sujet de ta marque, au sujet de ta boîte. Donc ça peut être sur du social media, ça peut être en RP, des gens qui vont parler de toi en fait, de toi au sens de ta marque. Et donc ce truc-là va nourrir clairement aussi le positionnement de la marque. C'est pas exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est pas une expression directe où tu contrôles exactement les moyens de communication de ta marque, mais tu infuses quelque chose à ces gens-là pour qu'ils aient des conversations à ton sujet qui vont dans le sens de ce que tu as envie qu'ils disent, quoi, tu vois. Donc du coup, pour moi, c'est ça le boulot de la communication. Oui, je suis d'accord, mais c'est vraiment important que les deux se parlent, et j'insiste là-dessus pour éviter qu'il y ait un peu cette barrière entre les deux services. Alors, soit tu as le CMO qui fait tout, mais qui peut aussi brouiller les pistes, soit tu as deux services et parfois il n'y a pas de communication et ça peut porter préjudice à l'entreprise ou à la marque en elle-même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Complètement. Je vois que le temps défile super vite. J'aurais bien aimé que tu nous parles plus peut-être de ton retour d'expérience, un piège dans lequel toi tu serais tombé dans ta carrière et tu voudrais éviter que tous ceux qui nous écoutent tombent dedans.
Ouais, j'ai fait beaucoup de conneries, hein, Ah, mais du coup, il faut que je choisisse. Non, je pense qu'il y a un truc qui est assez... il y a un truc aussi qui est important parce que on le fait souvent quand on fait un rebranding. En fait, on a l'impression que c'est un projet sur lequel on travaille pendant longtemps. On a un output qui est quand même un truc de qualité et tout ça. Et en fait, on a l'impression que c'est un événement. Et donc souvent, les boîtes, enfin, vous ferez gaffe, vous verrez, elles ont tendance à communiquer sur leur branding en disant machin, nouveau logo, machin. Bah, tout le monde s'en fout, quoi. Et en réalité, ça sert à rien. C'est même limite un peu. Je pense que ça a tendance à dégrader la perception de la marque dans la tête du consommateur. Donc en fait, donc, idéalement, ce qu'il faut faire, je pense, c'est avoir une opportunité de prise de parole. Et là, on étrenne notre nouveau branding, et du coup, on habille cette opportunité de prise de parole sur un produit, sur un truc qu'on a annoncé, sur quelque chose de tangible. Mais communiquer sur un rebranding, c'est une erreur, il ne faut pas le faire. Je l'ai fait. Ne le faites pas. Voilà. Je pense qu'on est tellement content d'avoir accouché de la nouvelle marque. Ça, on veut montrer la qualité de notre boulot. C'est presque le faire-part de naissance de la nouvelle marque. Voilà, ça y est, on l'a. Mais il faut... mais je suis d'accord avec toi. Un rebranding en soi n'est pas une news. C'est important pour vous, pour la marque, mais elle n'apporte aucune information. Ouais, absolument. Okay. Voilà, donc c'est ça que je vous donne comme... retour d'expérience. Et un autre petit conseil, ou en tout cas, toi, peut-être le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Alors, ouais, peut-être 2 trucs que je trouve... Enfin, 3 trucs. Vas-y, t'as le temps. Okay. 3 trucs. La première chose, je l'ai dit au début, mais je le redis parce qu'en fait, c'est jamais. Enfin, je pense qu'on le dit jamais assez. Quand on fait un travail de brand, que ce soit une presse, une presse, ça va, mais il faut passer du temps sur la stratégie. Il faut passer plus de temps sur la stratégie que sur l'exécution. Il ne faut pas se lancer dans les couleurs, les logos, les formes, les machins. On a tout de suite ce réflexe d'aller dans la créa. Hyper important de réfléchir au why, en quoi ça vient nourrir, et passer vraiment du temps là-dessus. Ça, c'est un premier truc super important. Deuxième truc, qui n'a rien à voir, mais que je trouve hyper intéressant, c'est dans mon expérience Airbnb, on m'a dit ne fais jamais un truc que tu ne peux pas mesurer, dont tu ne peux pas mesurer l'impact. Parce que le pire truc, c'est si ce truc-là marche, comment tu fais, quoi. Et parce que, au fond, dans nos métiers de start-upper, avoir un résultat positif, c'est bien, mais ce qui est vraiment notre boulot, c'est d'être capable de le faire 100 fois. On est là pour scaler des boîtes. Et donc, si on n'a pas mesuré, si on n'a pas contrôlé, on ne sera jamais capable de le faire 100 fois. Donc, autant ne pas le faire du tout et passer du temps à faire un autre truc où on verra si ça marche, ça ne marche pas. Et c'est spécialement vrai pour la marque. Donc, définir le succès, définir les métriques et les mesurer. Très, très important. Donc, et je sais que souvent, enfin d'ailleurs moi c'est comme ça que quand je vois soit un candidat ou une agence qui me dit ouais c'est de la marque, bon évidemment c'est difficile à mesurer parce que c'est du long terme et tout, j'arrête d'écouter vraiment. Enfin je le sais, enfin ça fait des années, mais c'est pas suffisant, il faut se forcer quoi. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième truc, parce que moi ça m'a, c'est avant d'aller bosser chez Airbnb. J'avais été biberonné à l'approche, oui, la cohérence de la marque sur tous les supports, on fait de l'affichage, il faut que sur Facebook on ait le même message, et sur Google, et en fait tout ça nourrit la cohérence de la marque. Et je suis arrivé chez Airbnb qui cartonnait, enfin la boîte faisait vraiment des croissances dingues, et eux ils avaient séparé, c'est-à-dire qu'ils avaient recruté un CMO qui venait de chez Coca, et ensuite ils avaient filé toute la partie paid marketing au VP Engineering, c'est quand même, qui était un gars quand même, enfin qui n'était pas un pur tech, qui était quand même, c'était l'ancien patron de la grosse de Facebook, et en fait ça marchait ultra bien. Donc ils avaient développé tout l'inverse de ce qu'on m'avait appris depuis que je démarrais le marketing, quoi. C'était mettre un track grosse et un track brand, et ces gens-là se parlaient un peu. De temps en temps, ils se faisaient des points, ils se filaient des créas, des guidelines et tout. Ils étaient suffisamment intelligents et grands pour comprendre où il fallait pas aller, etc. Mais il n'y avait pas d'asservissement, entre guillemets, de l'équipe grosse au message du marketing pour les bloquer dans leur démarche. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement l'inverse de ce qu'on m'a toujours, enfin, de tout ce que j'ai toujours lu ou entendu dans les conférences, etc. Et voilà. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu appliques toi maintenant? Bah,
Bon, j'ai vu qu'il y a Adrien, le VP marketing, qui est là, mais je pense que oui. C'est-à-dire que nous, on a une équipe grosse qui a une approche grosse, c'est-à-dire ils vont faire 10 créas différentes, ils vont les tester, ils vont itérer, ils vont balancer les 8 qui ne marchent pas, ils vont faire tourner les 2 qui marchent. Et évidemment, dans ces 8 créas différentes, comme elles viennent d'endroits différents, elles vont être inspirées par un branding, mais elles vont quand même prendre un certain nombre de libertés, et donc elles ne seront pas aussi monolithiques, entre guillemets, que si c'était la direction de la brand qui avait décidé exactement quel créa on va avoir. Mais c'est ça qui marche, quoi. Donc, Oui, en revanche, je pense que c'est important que ça remonte ensuite à l'équipe direction marketing pour pouvoir réajuster le tir si besoin. Exactement. C'est important que ça remonte à l'équipe marketing et puis à l'équipe brand. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que quand on est tout petit, c'est-à-dire au début, nous, on a des moyens, on est 200, voilà. Quand on est tout petit, je pense qu'il faut essayer de scinder les deux. Donc, je discutais avec les gens de Facebook qui font des workshops avec les marques au berceau et ils leur disent qu'il faut faire du brandformance. Donc, c'est un peu bullshit, mais l'idée, c'est la performance en 1, mais toujours essayer quand même de faire en sorte que ce message nourrisse quelque chose dans la marque en 2. C'est-à-dire pas l'oublier, c'est pas la priorité, mais il faut quand même que ça reste l'objectif secondaire de la campagne. Voilà. Je suis d'accord. Ça sera le mot de la fin. Et ben voilà. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous. Merci.